Mais maintenant, que serait une vidéo bilan sur l'année 2017 sans parler de top et de flop? Je vais commencer d'abord par mon top 15 des films 2017, le top 15 des films qui m'ont le plus marqué et que j'ai le plus apprécié regarder. Alors évidemment, c'est un top personnel. Il y a des films que vous avez certainement appréciés que je n'ai pas pu voir, notamment à cause de la distribution ou peut-être parce que c'était sur Netflix et que comme vous le savez, je n'ai pas Netflix. Donc voilà, si vous êtes déçu de ne pas voir des films, ne vous inquiétez pas, c'est juste mon top 15 personnel. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire les films qui pour vous ont été excellents cette année. Et avant de parler du top 15 de l'année 2017, je pense qu'il est de bon ton de parler de mentions honorables. J'ai donc sélectionné 5 films qui ne sont pas dans le top et que je veux quand même toucher 2-3 mots dessus. Sachant que j'ai vu un total de 137 films cette année, et pour ce qui est des mentions honorables, je vous donnerai le classement de ces films parmi ces 137. Première mention honorable, Split de M. Night Shyamalan. Le retour de Shyamalan dans les faveurs du public et qui a peut-être signé le début du M. Night Shyamalan Cinematic Universe. Deuxième mention honorable, Ghost in the Shell de Rupert Sanders. Un film que j'ai trouvé très créatif visuellement et qui avait quelques sous-messages intéressants, notamment en ce qui concerne le whitewashing dont le film a été injustement accusé. Après, je n'ai pas vu le film animé, donc je ne peux pas dire à quel point le film en lui-même est créatif. Troisième mention honorable, Life, origine inconnue de Daniel Espinosa. Un film Alien qui s'est révélé meilleur que le film Alien qu'on a eu cette année. Quatrième mention honorable, Lego Batman de Chris McKay. Le deuxième film de ce que l'on pourrait appeler le Lego Cinematic Universe, avec maintenant le film Ninjago. Un univers qui commence un peu à montrer ses faiblesses, mais Lego Batman reste de très bonne facture. Et enfin, cinquième mention honorable, Paddington 2 de Paul King. Le film Paddington était en soi une très bonne surprise visuellement parlant, et on peut dire que Paddington 2 l'a été aussi. Bon, maintenant que nous avons parlé des mentions honorables, parlons maintenant de mon top 15 des films de l'année 2017. Rainbow Dash! I can't hear you! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Numéro 15, Baby Driver de Edgar Wright. Un film qui joue extrêmement bien avec tout ce qui est musique et son du film, qu'il arrive à rendre intradiégétique avec la condition du héros, avec un premier acte explosif et créatif en termes d'action, un troisième acte intéressant parce qu'il prend une direction à laquelle on ne s'y attend pas. Le seul gros défaut du film, je dirais que c'est son deuxième acte, avec lequel je n'accroche pas avec la longueur. Bon, je risque un peu de me faire taper sur les doigts parce que dans ce film, il y a Kevin Spacey et que Kevin Spacey a été récemment dans des affaires de pédophilie. Mais vous savez, personnellement, je trouve très injuste que l'on détruise la performance d'un acteur uniquement parce que c'est un homme ignoble. Je ne cautionne pas ce qu'a fait Kevin Spacey. Je pense que s'il est coupable, il mérite d'être condamné. Mais je ne pense pas que ça efface l'acteur. Donc, honnêtement, j'apprécie le jeu d'acteur, même s'il y a Kevin Spacey dedans. Et d'ailleurs, je trouve que Ridley Scott a manqué de courage en enlevant Kevin Spacey de tout l'argent du monde. J'ai beaucoup de respect pour Christopher Plummer, mais je pense que Kevin Spacey apportait quelque chose dans ce film que Christopher Plummer ne pouvait pas apporter. Numéro 14, My Little Pony de Jason Feason. Un film qui reprend très bien l'esprit de la série My Little Pony, dont je suis absolument fan, et qui arrive quand même à apporter quelque chose qui fait que nous ne sommes pas devant un simple épisode de série à rallonge, mais dans un film qui a bien investi pour donner quelque chose de supérieur à la série. Que ce soit scénaristiquement avec une histoire plus sombre qu'à l'accoutumée,
ou visuellement parlant avec une animation bien plus fluide et bien plus esthétique. Certains films qui étaient aussi d'une série devraient prendre exemple là-dessus. Après, ça reste un film sur My Little Pony, il peut y avoir des choses qui dérangent. Pour moi, le plus gros ratage de ce film, c'est clairement Storm King, qui est inintéressant au possible. Alors que sa suppléante, Tempest Shadow, est déjà bien plus travaillée et bien plus intéressante. Numéro 13. Spider-Man Homecoming de John Watts. Voyez les Spider-Man de Sam Raimi? Eh ben, pour moi, les Spider-Man Homecoming, c'est ce qu'auraient donné les Spider-Man de Sam Raimi s'ils étaient réellement bien faits. Je n'y arrive pas avec les films de Sam Raimi, soyons clairs, je déteste les films de Sam Raimi. Je préfère largement ceux de Mark Webb et je préfère le Spider-Man Homecoming au Spider-Man de Sam Raimi. Non, je dis ça parce que lors de ma vidéo sur le Marvel Cinematic Universe versus le DC Cinematic Universe, quelqu'un m'a fait tout un pataquès sur les Spider-Man de Sam Raimi. Alors que bon, c'est une question de goût. Si vous préférez les films de Sam Raimi, bah tant mieux pour vous. Mais pour moi, ça ne passe pas. J'en ferai peut-être une vidéo dessus, cela dit. Et pour moi, Spider-Man Homecoming fait un travail très bien pour représenter l'esprit comique, même s'il y a quelques ratés. Je trouve que c'est un film qui s'insère très bien dans le Marvel Cinematic Universe. Numéro 12. It Comes at Night de Trey Edward Schultz. Une manière que j'ai trouvée extrêmement intéressante pour aborder les films post-apocalyptiques. C'est un angle qui a été très peu vu, qui ne s'axe pas sur la catastrophe, mais qui s'axe sur les survivants, sur les familles, notamment avec deux familles distinctes, avec aussi ce mystère autour de la menace et ces plans symboliques sur, à partir du moment que tu quittes les lieux familiaux, tu es emprisonné dans un monde qui peut te tuer. J'ai trouvé ce film très intéressant et avec aussi un jeu sur la lumière impeccable. Après, malheureusement, il a quelques longueurs qui l'empêchent d'être plus en avant dans le classement. Numéro 11. Une suite qui dérange de Bonnie Cohen. Oui, j'ai mis un documentaire sur l'écologie dans mon top 15 des meilleurs films de cette année. Qu'est-ce que tu vas faire, ma gueule? Alors, j'en ai pas parlé parce que, comme vous le savez, je me suis limité à critiquer 2 films par semaine et c'est très compliqué de critiquer un documentaire. Mais je l'ai trouvé extrêmement instructif. Je l'ai trouvé très instructif sur les catastrophes climatiques qui nous entourent, l'impact qu'ont nos actions sur les catastrophes climatiques. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, c'est l'analyse économique de ces impacts. C'est pourquoi certains pays continuent à utiliser le nucléaire alors qu'on a dit que c'était mauvais. Par exemple, l'Inde, qui est un pays en voie de développement. Et ils expliquent très bien qu'en fait, les pays en voie de développement doivent utiliser le nucléaire parce que eux n'ont pas eu l'accès au nucléaire si tôt comme les pays développés. Ça parle aussi de la COP21, ça parle aussi des attentats du 13 novembre, ça parle aussi de l'action de Donald Trump qui a réduit à néant les efforts de la COP21 pour réduire les consommations d'énergie nucléaire. Et je l'ai trouvé très intéressant sans pour autant blâmer et sans pour autant être dans l'accusation facile, quoi. C'est pas un peu comme Les Saisons qui était un film totalement con sur l'écologie. Là, c'est ce que j'appelle un bon film écologique. Numéro 10. Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi de Rian Johnson. Ça doit vous donner à peu près une idée de ce que je pense de ce film Star Wars. Honnêtement, je ne comprends pas les critiques qui sont faites à Star Wars 8. Je trouve que c'est un film qui prend des risques, ce qu'on reprochait au Star Wars 7 de ne pas faire, justement. Et quand on a un Star Wars qui prend des risques, on lui fait plein de merde sur la gueule. Faut savoir ce que vous voulez. Il y en a qui vont me dire, ouais, l'arc de Finn et Rose, il sert à rien. Les gars, l'arc Han Solo Leia de l'épisode 5, ça vous dit quelque chose? Je pense très sincèrement que je vais faire une vidéo sur la saga Star Wars. Afin de comprendre en quoi je pense très sincèrement que je vais faire une vidéo sur la saga Star Wars.
Que ce soit pour expliquer en quoi la nouvelle trilogie ne mérite pas tout le shitstorm qu'on lui fait, en quoi les défauts qu'on reproche à la nouvelle trilogie étaient déjà dans les précédents épisodes, et enfin essayer de comprendre pourquoi il y a un tel shitstorm sur ces nouveaux épisodes. Honnêtement, je ne comprends pas. Bon, après, j'avoue que je n'ai pas très accroché à Rogue One. Mais, pour ce qui est de Star Wars 8, c'est un grand oui. Et surtout, le point fort du film, que personne ne peut nier, la relation Kylo Ren et Rey, qui est totalement crédible et touchante, et qui donne à certains moments de tension. Et ça faisait longtemps, dans Star Wars 8, qu'on exploite le côté faillible des personnages. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait dans un Star Wars, et je trouve que ça apporte quelque chose. Enfin bref, je vais pas vous faire la critique ici, ce sera déjà trop long. Mais je pense très sincèrement que je vais faire une vidéo sur le cas de la nouvelle trilogie. Numéro 9. Coco de Lee Unkrich. L'année dernière, j'avais été ramené dans l'enfance par le film Vaiana, la légende du bout du monde. Cette année, ça n'a pas été le cas. J'ai pas eu autant de frissons que sur Vaiana ou que sur Zootopie, mais je reconnais facilement que Coco est un très bon film. En même temps, c'est Pixar Disney, donc niveau film d'animation, ils savent y faire. C'est un film qui reprend extrêmement bien la thématique des fêtes mexicaines, notamment la Días de los Muertos, et j'ai trouvé qu'ils ont impeccablement retranscrit les ambiances familiales espagnoles. J'avais un grand-père espagnol, j'ai pu voir à peu près la culture espagnole et je peux vous assurer que si vous avez de la famille hispanique, parce que je sais que Coco se passe au Mexique, mais si vous avez de la famille hispanique, vous allez reconnaître très facilement certaines choses typiquement espagnoles. Même s'il y a des facilités scénaristiques et des événements beaucoup trop prévisibles, c'est quelque chose que je vous recommande chaudement. Numéro 8. Wonder Woman de Patty Jenkins. Je compte sur ce film pour montrer que je ne suis pas un anti-DC bête et méchant. Pour moi, Wonder Woman reste le meilleur film du DC Cinematic Universe. C'est un film qui arrive à trouver son ton, qui arrive à donner des scènes d'action époustouflantes, qui a quand même un côté réflexion sur le féminisme, sur la Première Guerre mondiale, sur la manière de percevoir les choses, sur la manière de ne pas sombrer le manichéisme, qui le fait de manière très intéressante et qui le fait de manière très agréable. Alors oui, j'ai beaucoup trollé Wonder Woman sur le fait qu'elle prenait pas mal d'éléments d'intrigue Disney, notamment le squelette narratif. Mais pour être tout à fait honnête, ce n'est pas si grave. J'ai trollé là-dessus parce que c'est DC et Warner qui se sont souvent vantés de ne pas faire comme la concurrence. Mais honnêtement, pour le film en lui-même, c'est très bien, ça se prête bien pour le film, et je trouve que ça apporte au DC Cinematic Universe, notamment à Justice League. Bon, malheureusement, ça ne suffit pas à le sauver, mais ça apporte, et pour moi, Wonder Woman aurait dû sortir avant Batman vs Superman. Et c'est un film qui m'a convaincu que Gal Gadot fait une très bonne Wonder Woman. Numéro 7. Quelques minutes après minuit, de Juan Antonio Bayona. L'année 2017 a commencé sur les chapeaux de roue, notamment avec le film de Juan Antonio Bayona, Quelques minutes après minuit. La claque qu'a été ce film a été immense. Il y a eu d'autres claques depuis, mais je ne peux pas m'empêcher d'admirer tout le travail sur le son, le travail sur l'imagerie lorsque l'homme arbre fait les contes, cette frontière très fine entre l'imaginaire et le réel qui est extrêmement bien exploitée, tout ça pour représenter en fait un drame que vit un petit garçon qui doit affronter avec sa mère qui est extrêmement malade et qui doit affronter avec sa grand-mère qui se montre dure envers lui, mais dont on ressent quand même l'humanité et dont on ressent quand même que la perte de sa fille la marque. Et ce film, c'est un impact émotionnel. C'est un film qui joue avec tes émotions, qui montre des choses très dures et qui te rend empathique des personnages. La seule chose qui m'a vraiment énervé dans ce film, c'est la troisième histoire qui a été racontée à la va-vite et qui a été bâclée. Je trouve que c'est le gros point noir du film. Numéro 6.
Gender Identity de André Ovredal. Alors, j'ai conscience que ce film ne plaira pas à tout le monde et que certains pourront se dire que c'est un film qui ne fait pas si peur. Mais pour moi, la peur de ce film a fonctionné. J'ai trouvé ce film extrêmement malsain de nous présenter les choses. La manière dont il joue avec les cadavres, dont il joue avec la clochette, dont il fait de son film à huis clos, j'ai trouvé ça extrêmement oppressant et malaisant. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec Gender Identity, c'est la façon dont il joue avec sa thématique principale, à savoir l'ironie. Tout autour de ce film joue sur l'ironie, que ce soit la relation père-fils, que ce soit la révélation finale sur le cadavre de Gendo, ou même que ce soit sur la manière dont se termine le film. Je trouve que c'est un film qui joue très bien avec cette thématique et qui pose une ambiance très bonne. Numéro 5. Mary de Mark Webb. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Mark Webb, c'est de savoir gérer les émotions dans un film. Honnêtement, ce film... Alors, j'en ai pas parlé parce que j'ai dû me limiter dans mes critiques, mais ce film sait très bien exploiter les intrigues familiales, le problème qu'il y a dans la séparation entre l'oncle et la grand-mère qui se déchire parce que l'oncle ne répond pas aux attentes de la grand-mère et l'oncle trouve la grand-mère trop dure et rend la grand-mère responsable de la mort de sa sœur, qui est la mère de la petite. Et j'ai trouvé ça, alors ça a pas l'air bon dit comme ça, mais je vous assure que c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui te remonte le moral, qui te montre des choses belles, notamment la relation entre l'oncle et sa fille, ce mélange qu'a la fille entre l'innocence, la naïveté et cette surintelligence qu'elle a, notamment au niveau des mathématiques. Ça nous donne des scènes qui sont quelquefois émotionnellement très fortes, qui quelquefois nous font éclater de rire. Honnêtement, c'est un film qui fait du bien. C'est pas un film qui plaira à tout le monde, mais c'est un film qui, honnêtement, est d'une poésie et d'une émotion assez palpable. Numéro 4. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Je vous le dis, Denis Villeneuve va être un réalisateur à suivre durant les prochaines années. Parce que c'est le 3e film que je vois de Denis Villeneuve, avec Sicario qui était dans mon top 15, qui était le premier film que j'ai préféré de l'année 2015, et Premier Contact qui n'était pas dans mon top 15 de l'année 2016 mais qui était très bien. Je pense, il faudrait que je me renseigne sur sa filmographie, je n'ai pas vu ses autres films, si ça se trouve je me trompe, et je pense qu'on tient un taulier à la Spielberg. Je le dis honnêtement parce que Blade Runner 2049 fourmille de messages et de sous-messages aussi forts qu'on pouvait voir dans Matrix. Il est créatif visuellement et il est très intéressant à ce niveau-là, aussi bien que l'était le premier Blade Runner. Et il arrive quand même à être fidèle, à avoir sa propre identité. Le seule chose, c'est que ça a un rythme particulier, mais le premier Blade Runner avait lui aussi un rythme particulier. Et j'ai trouvé que ce film était un digne successeur qui surpassait le premier film. Et honnêtement, je vous le conseille. La seule chose que je regrette, c'est qu'ils ont spoilé l'arrivée de Rick Deckard dans les bandes annonces et les teasers, alors que ça aurait pu être une surprise avec tellement d'impact dans le film. Numéro 3. Au revoir là-haut de Albert Dupontel. Comme je vous l'ai dit, chaque année, il y a un film français qui se démarque de tous les autres. En 2015, c'était Nous trois ou rien. En 2016, c'était Le secret des banquises. Et cette année, c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, qui est un véritable conte visuel, tout simplement. C'est un film qui arrive à faire quelque chose d'artistiquement beau, avec pourtant un sujet très dur, un sujet pas facile à aborder. Déjà, c'est sur la Première Guerre mondiale, mais en plus, on suit des personnages arnaqueurs, donc il faut savoir nous faire attacher à ces personnages-là. Et tout est dans la thématique du conte. On peut trouver certains personnages un peu trop exagérés, comme le personnage de Laurent Lafitte, mais je trouve que ça rend bien avec l'ambiance du film. Je trouve que ça rend bien comme écriture.
Et honnêtement, c'est un film qui m'a enchanté, qui m'a transporté visuellement, qui pour moi c'est ça le cinéma français. Pour moi, ça doit être ça. Je trouve pas normal qu'on produise des films, des comédies bas de gamme, qu'on produise des drames chiants ou des films policiers bas de plafond, alors qu'on est tellement capable de faire des films comme Au revoir là-haut, qui sont poétiques, qui sont des contes visuels, avec de la musique maîtrisée, des personnages super bien écrits et une intrigue prenante. Honnêtement, pour moi, c'est ce genre de cinéma que l'on devrait encourager en France. Numéro 2. The Last Girl de Colm McCarthy. Je disais que It Comes at Night, c'était un film très intéressant sur le post-apocalyptique. The Last Girl, c'est sans doute le film le plus intéressant que j'ai pu voir sur l'apocalypse zombie. Je veux dire, en fait, c'est un film qui profite de l'apocalypse zombie pour poser de véritables questions sur la nature humaine, pour poser de véritables questions sur les conflits générationnels. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait, notamment sur les événements qui se passent à la fin. La question qui revient, ça m'a fait beaucoup penser à ce niveau-là à The Last of Us. Et dans les deux cas, nous avons une fin où on doit sacrifier quelqu'un, mais où la personne sacrifiée leur répond, enfin, dans The Last of Us, c'était pas exactement ça, mais où la personne qui est censée être sacrifiée répond « Pourquoi ? Pourquoi je devrais donner ma vie pour que les personnes avant moi refassent les mêmes erreurs, n'apprennent rien de ces erreurs, alors qu'il y a possibilité de rebâtir une civilisation sur ces ruines. Parce que certes, l'épidémie zombie est un problème, mais dans le cas de ce film, dans le cas du jeu de The Last of Us, c'est un problème avec lequel ils ont appris à vivre avec. Et en fait, on peut ne pas être d'accord avec ce point de vue, mais je trouve que c'est une manière très intéressante de terminer un film sur une apocalypse zombie, avec en plus une relation entre les personnages travaillés, des points de vue extrêmement intéressants à exploiter, des personnages humains, des situations assez inédites dans les films de ce genre. Honnêtement, c'est un film que je vous recommande, même si vous n'aimez pas les apocalypses zombies. Le numéro 1 des meilleurs films de l'année 2017, La La Land de Damien Chazelle. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ce film est parfait? Pour moi, c'est la définition d'un film parfait. Alors, c'est peut-être pas parfait pour vous tous. Il y en a qui seront froids avec ce film. Il y en a qui penseront que ce film est une daube. Il y en a qui n'aiment pas les comédies musicales. C'est au dépend du goût de chacun. Le cinéma a un visage multiple. Mais ce que je veux dire par là, par film parfait, c'est que c'est un film d'une maîtrise impeccable. Que ce soit sur la musique, que ce soit sur la chorégraphie, que ce soit sur le cadrage, les mouvements de caméra, les couleurs, la manière d'enchaîner les actions, la manière de décrire les personnages, les relations entre les personnages. Tout est magnifiquement bien écrit et les seuls défauts que je vois dans ce film, ce sont des défauts qui ne sont propres qu'à moi, mais qui ne sont pas vraiment des défauts parce que quelque part, je peux comprendre pourquoi le réalisateur a décidé de faire comme ça et pas comme ça. Et c'est cette maîtrise, avec en plus un super hommage au cinéma des années 30 qu'il fait dérouler dans un monde moderne. Mais je trouve que là, j'ai revu des clips de La La Land. Je me suis revu Another Day of Sun, What a Lovely Night, ou It's Someone in the Crowd. Regardez au moins ces clips. Regardez au moins ces extraits de films qui vous montrent ces moments de comédie musicale et vous verrez à quel point tout est maîtrisé, ne serait-ce que dans les enchaînements d'actions, ne serait-ce que dans la manière de représenter la comédie musicale. C'est un film parfait. Je ne trouve pas de défauts significatifs que l'on peut appeler des défauts. La La Land de Damien Chazelle est un film parfait. Bon, voilà, c'était le top 15 des films de l'année 2017. Bon, je pense qu'on a assez bien parlé de films. Maintenant, parlons de films qui nous ont énervés.